même pour un gratte-ciel, c'est un géant. C'est une commande, la commande du siècle pour un architecte. Le One World Trade Center est la plus haute tour d'Amérique et le troisième plus haut gratte-ciel au monde. J'ai jamais vu un projet si complexe, plus pire que le nucléaire encore. Cette tour, de plus de 3 milliards de dollars, est une forteresse de verre, de béton et d'acier. Dans la tour, il y a 46 000 tonnes d'acier. C'est le plus haut gratte-ciel multirisque conçu pour être à l'épreuve des bombes. Que ce soit pour les architectes, les entrepreneurs, les ingénieurs, tous ces corps de métier-là, ça nous a appris que ce qu'il y avait à Hollywood, là, pouvait être la réalité. Images assez terrifiantes à vous présenter à ce moment-ci. Pour la plupart d'entre nous, l'histoire du 11 septembre 2001 s'est arrêtée ici. Mais pour les New-Yorkais, ce n'était que le début. En plus des 3000 morts, les attaques ont laissé un grand trou béant, un trou de 16 acres en plein cœur de la ville. Très vite, la question est posée. Qu'est-ce qu'on fait de Ground Zero? Le débat sur la reconstruction va durer plusieurs années. Deux visions s'affrontent. Il y a ceux qui disent qu'on ne doit pas reconstruire, que Ground Zero est devenu une terre sacrée. I strongly object to the idea of big commercial buildings being built there. I don't think everything should be based on money. I think it's disrespectful to the people who died. One of the most important. Il y a ceux qui veulent qu'on construise encore plus haut. You can't keep us down, and if you knock it down, we're going to put it back bigger and better than ever before. Reconstruire, oui, mais quoi? Selon Martin Bressani de l'Université McGill, les tours jumelles avaient un rôle symbolique aussi important que l'Empire State Building et la Statue de la Liberté. La symbolique était surtout autour du geste architectural très très fort à la pointe de l'île, deux tours jumelles qui marquent l'entrée. Comme si l'île de Manhattan était une ville murée avec sa porte et qu'on rentre par là. La nouvelle tour doit non seulement être très solide, elle doit aussi avoir une valeur symbolique importante. 2 ans après les attaques, Port Authority, l'agence gouvernementale qui gère le site, lance un grand concours international. The reborn World Trade Center must transcend the present. Elle reçoit plus de 2000 propositions. En tout, 7 projets passeront en demi-finale. C'est une commande, la commande du siècle. Pour un architecte, c'est fantastique de pouvoir faire ça. Évidemment, c'est difficile d'une certaine façon parce qu'il y a tellement de valeur sur ce site-là que pour l'architecte, c'est quand même un défi assez extraordinaire. Mais ils ont aussi un autre défi, effacer la peur associée au gratte-ciel. Je crois que le gratte-ciel demeurera une des formes d'édifices les plus sûres qui soient. Il offre une solution efficace pour contrer les dangers. Les architectes et les ingénieurs vont créer de magnifiques édifices où nous aimerons être et qui élèveront notre esprit autant qu'ils stimuleront notre économie. 1 an après avoir reçu les projets, Port Authority annonce enfin son choix. Ce n'est pas une, mais 4 tours de bureaux qui vont remplacer les tours jumelles. La plus haute, la One World Trade Center, a 104 étages. Son toit arrive à la même hauteur que les tours jumelles. La grande différence, c'est sa flèche de 124 mètres. La hauteur totale, 1776 pieds, en hommage à l'année de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Il y a une réaction, il me semble, très américaine de vouloir
ressortir des cendres. C'est-à-dire que le phénix sort des cendres et l'Amérique revient, et plus forte, plus haute, plus solide, plus grande, plus que jamais. Depuis 2006, la Tour 1 sort de terre. Elle grandit à la vitesse éclair d'1 étage par semaine et devrait recevoir ses premiers locataires en 2014. Elles ont dominé le ciel de New York pendant 30 ans, mais elles ont mis 11 secondes pour s'écrouler. Ce qu'on appelle effondrement en cascade ne s'était jamais produit avant le 11 septembre 2001. Avant de reconstruire, il fallait donc comprendre pourquoi elles se sont effondrées. Personne ne croyait qu'elles allaient s'effondrer. J'ai pris pour acquis qu'elles resteraient debout. Leslie Robertson, l'ingénieur de la conception des tours jumelles, a mis 10 ans à concevoir la structure portante des 2 gratte-ciels. Il croyait avoir tout prévu, y compris une collision avec un avion. Chacune des tours a été conçue pour résister à l'impact d'un Boeing 707, ce qui était le plus gros avion de l'époque. Nous savions, nous étions certains que les tours allaient survivre à l'impact d'un avion. Nous n'avions jamais imaginé que des gens accélèrent délibérément pour frapper la façade à pleine vitesse. Et c'est ce qui s'est produit. Les tours jumelles ont été construites à la fin des années 60. L'objectif était ambitieux. Construire les plus hauts gratte-ciels du monde. Des tours pouvant accueillir 50 000 travailleurs par jour. Pour y arriver, on a choisi une nouvelle méthode de construction. Des tours pratiquement sans béton, avec une structure légère en acier. C'était un fleuron de l'industrie américaine. C'était quelque chose qui représentait l'innovation de l'architecture. Yamazaki, qui était l'architecte en question, était quelqu'un qui était vraiment très novateur, avait beaucoup appris d'autres constructions qu'il avait fait avant et voulait laisser sa marque. Dans la nouvelle structure de World Trade Center, en fait, ils ont eu une très grosse partie qui était structurale. Magali Marqueschi de l'École polytechnique s'est beaucoup intéressée aux tours jumelles dans le cadre de son cours sur la résistance des matériaux. C'était original. Je dirais que ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient transféré une partie de la structure à l'extérieur de la bâtisse. Au lieu d'avoir toutes les poutres qui soutenaient et d'avoir plein de béton à l'intérieur, une cage de béton, un cœur de béton comme beaucoup de gratte-ciel sont faits, ils avaient transféré une partie de la structure à l'extérieur et donc par conséquent ça libérait beaucoup l'intérieur. Est-ce que cette structure légère a affaibli la tour? Y avait-il un vice de construction? Les enquêteurs du gouvernement n'avaient pas beaucoup d'indices. Les avions et leurs boîtes noires étaient pulvérisés et les tours formaient une montagne de débris. Pour trouver les réponses, des équipes de chercheurs ont dû fouiller dans les décombres. L'ingénieur Michel Bruno de l'Université de Buffalo faisait partie d'une de ces équipes. L'objectif de notre visite n'était pas de faire une analyse post-mortem des tours, mais plutôt de regarder autour du Ground Zero pour voir les édifices adjacents qui ont reçu des pièces du World Trade Center, qui sont tombées sur les édifices et qui ont amputé les édifices de certains de leurs éléments structuraux. Et de voir ces édifices-là et de pouvoir expliquer dans certains cas pourquoi ils ne se sont pas effondrés. Il y avait un édifice très intéressant qui s'appelait le Bankers Trust Building, qui avait reçu une pièce du World Trade Center, qui avait arraché une colonne sur 14 étages et qui était encore debout. Le Banker Trust Building a été éventré par un gros morceau du World Trade Center, mais ne s'est pas effondré. Il a reçu ce morceau-ci à partir d'assez haut, en tombant, a arraché la colonne sur 14 étages. Et on voit la perte de colonne sur plusieurs étages. Ce building de 40 étages date de la même époque que le World Trade Center, mais il y a une grande différence entre les deux structures.
Sur ces plans, on voit que le Banker Trust Building a été construit de façon traditionnelle, avec beaucoup de colonnes portantes sur chaque étage. Ce que n'avaient pas les tours jumelles. C'est cette toile de colonnes qui aurait permis d'éviter l'effondrement en cascade. Cet édifice-là, tel que conçu, avec une colonne en moins sur 14 étages, pouvait redistribuer les forces aux autres éléments structuraux. Les grandes déformations peuvent prendre place et la structure ne s'effondre pas. L'analyse des décombres est capitale. Elle permet de mieux comprendre le phénomène de l'effondrement en cascade. C'est ici, dans le hangar numéro 17 de l'aéroport John F. Kennedy, qu'on a entreposé les vestiges les plus importants du World Trade Center. Parmi eux se trouvent des objets uniques, des pièces de métal qu'on appelle les pièces d'impact. Cette poutre d'acier était à l'endroit même où un des avions a frappé la tour sud. On peut voir la zone d'impact, là où la collision avec cet avion chargé de kérosène et qui fonce sur la tour à plus de 900 km/h a éventré la façade de l'édifice. Les poutres ont plié sous le choc, comme une main brisée après un horrible combat. Pour les chercheurs, retrouver les pièces d'impact, c'est comme retrouver la balle d'un tueur. Ils allaient pouvoir mesurer exactement la force de la collision et le degré de chaleur qui a fait tordre ces poutres d'acier. Grâce à toutes ces données, les chercheurs de l'université Purdue en Indiana ont produit un modèle 3D très précis de la collision. Ils sont rentrés là-dedans, ils ont perforé bien de côté ce qu'il y avait, donc sur toute l'envergure de l'avion, ils ont perforé la structure, puis ils ont été perforés aussi certaines colonnes qui étaient périphériques et celles du cœur. On voit bien que la structure résiste à l'impact, mais c'est le feu qui provoque le coup fatal. Vous avez le kérosène qui est un liquide très inflammable, qui dégage énormément de chaleur, qui s'est vraiment infiltré dans tout le bâtiment et tout ça, par les zones qui avaient été endommagées par l'impact, donc ça avait donné des grands coups de hache dans toute la structure. Ça a chauffé, ça a chauffé, ça a chauffé. Donc là, vu que ça devenait de moins en moins rigide, c'était plus souple, c'était moins rigide. Vous lui mettez une compression ici, une autre compression là, une autre compression là, à un moment donné que ça a fait... Ça s'est effondré comme ça. Cette simulation montre bien que le noyau central, en acier léger, a été incapable de freiner la course de l'avion. Même que certaines pièces du Boeing sont sorties de l'autre côté de la tour. Pour les architectes comme Timothy Johnson, c'était une des grandes faiblesses des tours jumelles. C'est dans le noyau central qu'on avait mis les sorties de secours. Les gens au-dessus de la zone d'impact ont été incapables d'évacuer parce que l'avion a coupé leur seule porte de sortie. La faiblesse du noyau central, qui devait protéger les escaliers de secours, était, à mon avis, le plus grand défaut de ces tours. Il y a beaucoup de phénomènes, hein. C'est comme une catastrophe. Toute catastrophe, c'est pas juste un phénomène. Il y a les colonnes qui avaient été endommagées, périphérie et piqueur. Il y a le fait qu'il y a un des boucliers qui avait été brisé, donc ça faisait un des côtés qui forcément tenait plus. Il y a l'échauffement, il y a le flambement, il y a le fait qu'on était aussi avec de l'acier. C'est tout ça qui a fait qu'à la fin, ça s'est effondré. Le One World Trade Center ne sera pas construit de la même façon. Les escaliers de secours seront beaucoup plus solides. Et surtout, on va utiliser de nouvelles méthodes de construction pour s'assurer que cette fois-ci, la plus haute tour d'Amérique soit à l'épreuve des terroristes. « 21 décembre 2012. Ce soir, New York reçoit de la grande visite.
Ces pièces qui avancent lentement mais sûrement dans les rues de Manhattan seront bientôt au sommet du One World Trade Center. Pour ces pièces d'acier géantes, c'est la fin d'un long voyage. Un voyage qui a commencé à 800 km de là, sur les rives du Saint-Laurent. C'est une compagnie québécoise, la compagnie ADF de Terrebonne, qui a obtenu le plus prestigieux contrat des États-Unis. Construire la charpente d'acier de la plus haute tour des Amériques. On parle de la tour 1 aux États-Unis, c'est comme une icône. Fait que nous autres, on est vus comme, je sais pas, là, vous avez fait la tour 1, wow! ADF était présent sur de nombreux chantiers à Ground Zero. Ils ont fourni les pièces géantes du Hub, la gare souterraine qui va accueillir 1 million de visiteurs par semaine. Mais c'est leurs travaux sur la tour 1 qui sont les plus impressionnants. Ils ont construit la flèche géante qui est au sommet de la tour. Ils ont aussi travaillé sur la charpente d'acier du gratte-ciel. Les pièces d'acier les plus massives et les plus complexes viennent toutes de chez ADF. En fait, tout ce qui est en verre a été construit à l'usine de Terrebonne. Sur la tour numéro 1, on a construit tout ce qui était le plus compliqué. Vous savez, sur 45 000 tonnes, si ma mémoire est bonne, on a fait 20 000 tonnes de compliqués. L'équipement qu'on a dans cette usine-là, la capacité de lavage, les techniques de fabrication et tout, il n'y a pas grand monde, je peux dire, en Amérique du Nord qui peuvent nous accoter. ADF est une entreprise familiale. On peut d'ailleurs retrouver dans une section de l'usine le grand-père Giacomo Paschini, 88 ans, qui frappe toujours sur l'enclume. ADF signifie « au dragon forgé ». C'est que Giacomo Paschini a commencé dans les années 50 par forger des dragons. 3 générations plus tard, ses enfants et ses petits-enfants construisent les plus hauts gratte-ciel du monde. On fait beaucoup de buildings. À Montréal, à New York, on a fait à peu près, je pense, 15 gratte-ciel. Puis on a travaillé en Floride, on a travaillé à Washington, on a travaillé pour Walt Disney, on a travaillé à Cap Canaveral, on a travaillé partout. Au fil des ans, les Paschini ont eu beaucoup de projets aux États-Unis. Mais ils n'ont jamais eu un contrat aussi difficile que celui du One World Trade Center. Disons qu'un projet, je pense qu'on va en faire rien qu'un dans notre vie. J'ai jamais vu un projet si complexe et avec des si grandes technicalités dessus, des si grandes normes de fabrication, plus pire que le nucléaire encore. Premier défi pour ADF, la forme de la tour. De loin, on dirait une tour traditionnelle, mais lorsqu'on s'approche, on constate que la tour est composée de géométrie complexe. Il s'agit en fait d'un prisme géant. Certaines sections sont rectangulaires, d'autres octogonales. Pas facile de construire le squelette d'acier qui va soutenir toutes ces formes. Si je regarde la pièce qui est ici, puis j'ai une colonne qui est en pente, cette poutre-là n'est pas la même longueur que cette poutre-là, ne sera pas la même longueur parce que, dû à la géométrie, j'aurai pas 2 fois la même longueur de poutre, de portée de poutre. Donc, les pièces répétitives sont très rares sur ce projet-là. Francis Rivet utilise des logiciels d'architecte pour construire ce casse-tête géant. Les pièces sont tellement complexes qu'elles sont toutes fabriquées sur mesure. C'est le cas de cette pièce qui va servir d'ancrage pour la flèche. C'est des tuyaux coupés en angle, emboîtés un dans l'autre, avec des découpes assez particulières, des préparations, des accès de soudure assez difficiles. Si j'enlève la plaque de base, on voit que la forme des tubes ici est coupée quand même d'une drôle de façon. Deuxième défi pour ADF, il fallait construire solide. Tellement solide que la tour peut résister à des tremblements de terre.
Finalement, c'est un design qui ont utilisé un design sismique. C'est-à-dire, c'est comme, ils ont utilisé un design d'une building en Californie, puis l'ont mis à New York. Parce que selon moi, là... L'ingénieure Caroline Carbonneau-Hansen est une spécialiste des structures chez ADF. Malheureusement, les Américains sont aux prises à l'heure actuelle avec... ils veulent designer toutes leurs buildings là, contre le terrorisme, donc contre les explosions. Puis il n'y a pas de code encore d'établi contre les explosions. On a un code normal de structure, on a un code sismique, on a un code de pont, mais il n'y a pas de code d'explosion. Et puis le code sismique, c'est le code qui se rapproche le plus. Parce qu'un événement, un tremblement de terre, encore une fois, c'est une situation où est-ce qu'on veut que tout le monde puisse sortir. Port Authority, l'agence américaine responsable de la construction de la tour, voulait que son nouveau gratte-ciel soit un véritable bouclier. Ils ont acheté l'acier le plus résistant, mais ce n'était pas encore assez fort. Ils ont fait ajouter des plaques d'acier sur certaines poutres. On s'est dit, waouh, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Non, c'est ça qu'on veut. Pourquoi? Ne demandez pas pourquoi, c'est ça qu'on veut, point à la ligne. L'acier le plus épais, le plus dur. Les Américains voulaient des soudures hyper robustes. Ils ont demandé des soudures 100%, comme celles qu'on retrouve dans les ponts et les centrales nucléaires. De remplir 100% pour que quand tu prends des tests, soit de rayon X, soit d'ultrasons, que les deux pièces sont amalgamées ensemble. C'est ce qu'on appelle une soudure 100%. Elles ne font qu'une, comme si c'était sorti de l'usine. Exact, comme si c'était sorti dans un moule. Les travaux ont duré plus de 4 ans à Terrebonne et à l'usine Métacor de Valleyfield. Et pendant tout ce temps, il y avait sur les deux sites des inspecteurs américains qui surveillaient en permanence le travail des Canadiens. Chaque joint est identifié, catalogué, retraçable en tout temps. Si dans 6 mois, la tour à un endroit, il y a un membre qui brise, ils peuvent dire que ce membre-là a été soudé par telle compagnie, à telle date, par tel employé. Toutes les soudures ont fait l'objet d'une inspection visuelle. Et les soudures plus complexes ont toutes été vérifiées à l'aide d'ultrasons. On n'a jamais vu ça. Mais c'est parce que là, ils ont eu peur une fois, ce coup-ci, là, une petite craque dans la soudure, n'importe quoi. Tout est checké à la loupe. Faudrait qu'elle parle là-bas, là, on est presque... Dernier défi pour ADF, la précision. Avant de partir pour New York, toutes les pièces de la tour ont été assemblées en usine. C'est le cas de cette pièce géante. Elle fait partie de l'anneau circulaire à la base de la flèche. Présentement, on est en train de faire la base de l'antenne, qui sont les anneaux qu'on peut voir ici, qui sont les anneaux, les tracks pour les appareils pour laver les vitres. Cette pièce se retrouvera sur le toit du One World Trade Center. Mais c'est en usine qu'on vérifie que chaque section s'emboîte parfaitement. En le faisant à l'usine, on s'assure de ça. S'il y a des problématiques, on va les connaître avant, on va les corriger avant, puis quand on va l'envoyer, on va savoir que ça va ériger de façon appropriée. Ce n'est qu'après avoir rempli toutes ces conditions et toutes ces inspections que les pièces pouvaient finalement partir pour New York. Mais il y avait encore un dernier problème, la taille des pièces. Une fois assemblées, certaines structures pesaient plus de 60 tonnes. Trop lourdes pour être acheminées par la route. C'est donc par la voie maritime qu'elles ont quitté Montréal. Ces pièces vont mettre 10 jours pour faire le trajet jusqu'à New York. Un long voyage en mer qui les mènera au sommet de la plus haute tour des États-Unis. Richard Gilbert a non seulement vu les tours jumelles s'effondrer, il faisait partie des équipes de travailleurs qui ont nettoyé le site après les attaques. Des fois, ça me donne des frissons d'y penser.
Aujourd'hui, il retourne au One World Trade Center. Richard Gilbert est chargé de projet chez DCM, la compagnie qui installe les grues au sommet de la tour. Même s'il a participé à la construction d'une vingtaine de tours à New York, il n'a jamais vu un gratte-ciel aussi imposant que celui-ci. Complètement différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Beaucoup plus gros, beaucoup plus solide, beaucoup plus massif. Pour comprendre pourquoi la tour numéro 1 est aussi massive, il faut regarder à l'intérieur du gratte-ciel. On retrouve au centre de la tour quelque chose que n'avaient pas les tours jumelles, un noyau central en béton. Le cœur occupe peut-être le tiers de la surface de l'édifice. C'est une grosse pièce de béton. Ce noyau central est coulé dans un béton 3 fois plus solide que celui d'un trottoir. Et pour rendre ce cœur encore plus robuste, on a fait passer des poutres d'acier directement dans le cœur de béton. C'est la première fois qu'on fait, par exemple, une structure d'acier qui est enrobée de béton tout le long jusqu'en haut dans le cœur. C'est beaucoup plus monolithique, on va dire, beaucoup plus d'une pièce, beaucoup plus solide. Ce noyau central agit comme une colonne vertébrale qui absorbe les chocs. Les murs de ce noyau ont plus d'1 mètre d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle un béton sismique. Un béton sismique, c'est simple, hein. C'est comme si c'était un tissu. Là. En fait, c'est comme si vous aviez un maillage comme ça, des tas de barres de fer qui sont mis les unes vis-à-vis des autres. Donc ça vous fait vraiment un quadrillage. Puis dedans coule du béton. Donc en fin de compte, quand on prend le choc, ben, ça fait comme un tissu, ça résiste au choc. Là. Même si le béton tombe d'un côté et tombe de l'autre, je dirais la structure métallique tient. C'est à l'intérieur de ce noyau de béton qu'on a mis les 71 ascenseurs et les sorties de secours, ce que n'avaient pas les tours jumelles. C'était une des premières recommandations des enquêteurs du gouvernement, avoir des escaliers de secours beaucoup plus grands. Alors non seulement on a élargi les escaliers de secours, mais chacun de ces corridors sera sous pression d'air, de sorte que la fumée ne pourra pas envahir cet espace. Richard Gilbert veut nous montrer l'élément de sécurité le plus surprenant de la tour. C'est ce qu'on appelle le podium, à la base du gratte-ciel. Ce podium est une véritable forteresse, conçue pour résister à des attaques venant de la rue. C'est tout du ciment, t'as pas de fenêtre, t'as pas d'ouverture. Puis les murs, ils ont environ 4 pieds d'épais. Que c'est solide. C'est du jamais vu. C'est comme si on avait pris la tour, qu'on l'avait soulevée de terre pour la déposer sur un piédestal en béton. Il n'y aura aucun bureau avant le 20e étage. La tour a été spécialement conçue pour être à l'épreuve des bombes de terroristes. Même les fenêtres ont un revêtement spécial qui les empêche de voler en éclats à la suite d'une explosion. Le One World Trade Center est la plus haute tour multirisque des États-Unis. Il s'agit d'une nouvelle approche qui vise à rendre les édifices publics aussi sécuritaires que des ambassades. L'Agence fédérale des situations d'urgence, la FEMA, a même produit des guides de construction pour transformer les édifices publics en châteaux forts. Dans ces guides, on montre comment se protéger contre toutes sortes de bombes, du sac à dos au camion piégé. On a même évalué l'impact des explosions sur les structures. Pour l'instant, ces guides ne font pas partie du code du bâtiment. Mais de plus en plus des laboratoires aux États-Unis font des recherches pour contrer les bombes de terroristes. Ce qui est nouveau un peu dans l'environnement du après le 11 septembre, c'est qu'on s'intéresse très fortement à des charges excessivement proches des éléments structuraux.
C'est un peu comme si les terroristes embrassaient la structure avant de se faire exploser, si on veut. So, good to go? Michel Bruno de l'Université de Buffalo est un spécialiste des structures multirisques. Dans son laboratoire, il développe des colonnes qui peuvent résister à des explosions. Alors ça, c'est le spécimen qu'on a testé. Et puis, lorsque l'explosion se produit, vous voyez, on est dans la boule de feu. Et dans ce cas ici, est-ce que les colonnes ont résisté? Bien, comme vous voyez, c'est une déformation. La colonne est pliée, mais elle est encore capable de résister aux charges de gravité, donc la structure n'est pas menacée. Le secret de sa colonne, l'extérieur est en acier, l'intérieur en béton. Parce que dans le domaine des explosions, le béton empêche l'acier de se déformer, de déformer le tube vers l'intérieur, et l'acier empêche le béton de se fracturer, de se faire projeter hors de la colonne. Alors c'est quand même un genre de synergie qui fonctionne bien. Dans la tour numéro 1, on a beaucoup misé sur cette synergie. C'est comme si on avait construit 2 tours sur le même site. Une tour en acier à l'extérieur, une tour en béton à l'intérieur. C'est cette combinaison de matériaux qui rend la tour si robuste. C'est quand même une structure en béton. Toutes les cages d'escalier sont protégées, sont confinées dans une zone. Même si vous prenez un énorme impact, la périphérie qui est toujours en acier va s'écraser. Mais par contre, l'intérieur va être protégé. La tour numéro 1 a été conçue pour être à l'épreuve des bombes. Mais qu'arrive-t-il si on l'attaque à nouveau avec un avion? On ne peut pas désigner quelque chose contre le plus gros, la plus grosse explosion, mais on peut essayer de désigner une structure pour qu'elle se déforme, pour qu'elle s'effondre le moins possible, pour permettre les gens d'évacuer. Depuis 1993, il y a eu 2 attentats contre le World Trade Center. Son histoire et son emplacement en font toujours une cible de choix. Un ingénieur, c'est pas un super-héros, là. Il peut pas imaginer tout et il peut pas tout faire. Donc, du coup, c'est sûr qu'on peut pas, dans l'esprit dérangé de quelqu'un, on peut pas imaginer qu'est-ce que la personne va avoir en tête. Finalement, 12 ans après les attaques, on a hissé les dernières sections au sommet de la tour. Ce jour-là, tous les travailleurs ont pris une pause. Ils sont venus voir le drapeau des États-Unis flotter fièrement au-dessus de New York. From being here from the recovery until now and seeing what's transpired, it's just a happy day for everybody. For all the people that passed away, this is for them. Mais les ouvriers américains n'étaient pas les seuls à ressentir de grandes émotions. Saint-Jean un jour, il nous est donné d'aller au pied de la tour, là. Puis un gars en haut, il disait, regarde, on va travailler dessus, cette tour-là, nous autres. On va être fiers de ça. C'est une question de fierté.